Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à notre conférence en ligne sur le maintien à domicile et savoir comment bien s'organiser. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Claire Fromentin, directrice de l'Association des assurés d'April, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline Frédéric, assistante sociale. Bonjour Céline. Bonjour à tous, bonjour Claire. Qui va partager avec nous 20 ans de son expérience. Et puis, je suis accompagnée aussi de Mathilde Desmaris, qui est chargée de gestion à l'association April. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Et qui va nous aider à modérer vos nombreuses questions. Alors, avant de commencer, on va faire un petit mot d'introduction sur notre association des assurés April. Alors, sachez que vous êtes tous les participants aujourd'hui sont clients d'April, c'est-à-dire que vous avez souscrit un produit d'assurance par l'intermédiaire d'April, soit une assurance santé, une assurance prévoyance, une assurance de prêt. Et vous êtes devenu par ce biais-là adhérent de l'association des assurés April. Et c'est pour cela que nous organisons aujourd'hui cette conférence, car nous avons pour mission notamment d'aider les adhérents en difficulté. Et nous avons focalisé cette année sur les aidants, d'où la création de ce cycle de conférences. Et cette conférence en ligne est la 4e de notre cycle. Un petit point technique peut-être pour vous expliquer comment nous allons fonctionner. Nous sommes en mode webinaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole de façon orale. En revanche, vous avez la possibilité de prendre la parole et de poser vos questions par l'intermédiaire du système questions et réponses que vous voyez en bas de votre écran. Sur le menu, sur la barre d'outils, vous avez un petit système qui s'appelle Q et R avec une petite boîte de dialogue, et c'est là que vous pouvez poser vos questions. Mathilde s'occupera de les regrouper pendant toute la durée de l'intervention de Céline, et nous pourrons ensuite consacrer environ 15 minutes à la fin de cette session pour répondre à vos questions. La séance est enregistrée. Je voulais vous rassurer par rapport à ça. Elle est enregistrée pour que ce soit un replay, pour qu'elle soit disponible par la suite. Mais votre participation est anonyme, elle ne se voit pas, elle n'est pas enregistrée. Et vous pourrez donc poser vos questions à la fin, dans environ 45 minutes, sur le thème. Voilà, je vais passer la parole à Céline pour commencer notre webinaire. Et encore une fois, je souhaite la bienvenue à tous. À toi, Céline. Merci Claire, bonjour à tous. Je me présente Céline Frédéric, je suis assistante de service social et médiateur professionnel. On a pensé, en tout cas avec Claire, l'organisation de ces différentes conférences pour vous aider, vous, en tant qu'aidant, dans votre quotidien. On a construit les webinaires à partir de l'expérience que j'ai pu avoir en qualité d'assistante sociale sur la réalité des situations qui vont au-delà des dossiers administratifs que vous pouvez, par exemple, adresser. Donc, on part vraiment de l'expérience. On va être quand même on va évoquer les choses de façon assez généraliste parce qu'il n'est pas possible d'évoquer toutes les situations précises que vous rencontrez, vous, personnellement. Concernant cette conférence, elle va durer environ 40-45 minutes. On aura un temps par la suite pour les questions-réponses, justement, et puis pour échanger avec vous. On sait que votre temps est précieux, donc on sera en charge de le respecter au maximum. Et ce qu'on vous propose pour démarrer, c'est déjà de répondre à un petit sondage qui va nous permettre de connaître un peu mieux votre situation et qui nous permettra aussi d'orienter en fonction les débats de cette conférence. Donc, normalement, vous la voyez apparaître à l'écran, sur votre écran. Donc, on vous laisse un petit temps pour pouvoir y répondre. Comme vous êtes nombreux à participer au webinaire et que vous êtes de plus en plus à arriver au démarrage du webinaire, on vous laisse le temps de pouvoir y répondre. Oui, c'est quelques questions qui nous permettront d'ajuster un petit peu la présentation. Encore une fois, les réponses sont anonymes, c'est juste à titre indicatif. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Nous sommes connectés, nous sommes environ une quarantaine. Donc là, c'est des questions un petit peu généralistes. Puis on aura un deuxième sondage tout à l'heure, un peu plus précis sur notre thème. Tu m'indiqueras, Céline, quand tu veux le lancer. Oui. Alors là, on a donc les premières réponses.
Alors, une très grande majorité des personnes aident leurs parents, en fait, hein. Euh, leur père ou leur mère. Une personne aide son enfant et 3 autres personnes, un autre parent. Alors, nous avons des situations très différentes sur le temps d'aidant. Certains sont aidants depuis quelques semaines, d'autres quelques mois, et la majorité, plus de 43%, quelques années. Donc un panel assez bien réparti, on regardera tout à l'heure les chiffres précis. Et alors les difficultés, eh bien, je crois que c'est comme chaque fois, la principale difficulté, c'est le manque de temps. Donc on va essayer de respecter au maximum cette contrainte-là, on la connaît bien. 93% des participants manquent de temps. Ensuite, c'est pas très. Le manque de compétences pour réaliser certains soins arrive en seconde position. Euh, et la fatigue physique aussi. La fatigue physique qui est importante. Mais le manque de temps, cela concerne 94% d'entre vous quand même. Très important. Et puis, alors, la plupart d'entre vous n'ont pas assisté à des formations sur les aidants. 91% n'ont jamais assisté à des formations. Je laisse encore quelques Oui, je secondes crois pour les que nouveaux arrivants, puisque bon, c'est toujours compliqué de se connecter pile à l'heure, c'est sûr. Ah oui, une personne précise, c'est un problème de temps, mais aussi d'éloignement. Et oui, si les parents sont loin, c'est sûr que c'est compliqué. Nous sommes désormais 44 connectés. Je vais mettre fin au sondage pour tu puisses commenter, Céline. oui, pas de problème. Donc, rien de grave si vous n'avez pas eu le temps de répondre. C'est juste indicatif. Non, puis nous, ça nous permet effectivement de voir un petit peu à qui nous adressons aujourd'hui. Donc, comme on Tu a vois pu les le voir, résultats? Voilà. oui, les résultats, donc on est plutôt sur une majorité qui accompagne l'un de ses parents. On a une minorité, enfin, on a quelques rares personnes qui s'occupent de leur enfant, de leur conjoint ou autres personnes de leur entourage. Les difficultés que vous rencontrez durent depuis quelques années, majoritairement, voire quelques semaines, quelques mois. Le manque de temps est la problématique principale. Et puis, comme quelqu'un a pu le soulever, c'est aussi l'éloignement géographique, une question de fatigue physique, manque de ressources financières aussi. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on pourra vous donner 2, 3 outils aussi pour peut-être avoir des prestations complémentaires et puis le manque de compétences pour réaliser certains soins également. Peut-être qu'aujourd'hui, on va vous ouvrir d'autres voies, d'autres possibilités par rapport à cet accompagnement. Très bien. Et la majorité n'a pas assisté à une formation sur les aidants. Parfait. Voilà. Donc, je pense qu'on peut arrêter le partage des résultats également. Parfait. Tout bon. Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui nous rejoignent, mais Elles sont les bienvenues. même si on n'a pas eu le sondage. On est tout bon pour démarrer, Claire? On est tout bon pour démarrer. Tu me dis quand tu veux lancer le Et parfait. deuxième. Pas de souci, un petit peu On est- après ton introduction peut-être. Oui. Là aujourd'hui, donc du coup, l'objectif, c'est qu'on puisse effectivement évoquer la question du maintien à domicile. On a fait différents cycles de conférences concernant la problématique que vous rencontrez des aidants. Aujourd'hui, ça nous a paru important qu'on puisse évoquer la question du maintien au domicile parce qu'on sait que ça fait partie des préoccupations qui sont les vôtres et que c'est aussi une étape qui peut être difficile dans la prise en charge. C'est souvent la première étape où on constate en fait qu'il y a une problématique au domicile et que les parents ou les conjoints ne peuvent plus être seuls de façon régulière au domicile. Donc, ce qui nous paraissait important aussi, c'était d'évoquer la question, est-ce que ce maintien, il est possible ou pas possible? Parce qu'effectivement, dans l'idéal, c'est mieux de rester à son domicile. On a tous en tête que son domicile, c'est le cocon qu'on s'est créé, c'est l'endroit qu'on connaît et qu'il est beaucoup plus simple de rester au domicile plutôt que d'évoquer une prise en charge en structure ou des choses comme ça. C'est une première étape qui n'est pas évidente parce que c'est constater que l'autre a besoin d'aide et de soutien et qu'on n'est pas en capacité de le fournir forcément. Néanmoins, cette question d'idéal de rester chez soi, on va le voir aujourd'hui, il y a quelques petits points de changement qui sont importants à prendre en compte et qui sont aussi importants d'accompagner son parent. Alors, je vais parler de façon générale, hein, mais quand je dis parent, ça peut être le conjoint, l'enfant ou autre personne, mais en tout cas, accompagner, l'aider pour anticiper ces changements et permettre effectivement que ce maintien à domicile se passe dans les meilleures conditions possibles
pour qu'effectivement, il dure dans le temps. Ce que je vous propose avant qu'on démarre dans le vif du sujet, c'est qu'effectivement, Claire, on lance le deuxième petit sondage qui là rentre dans des conditions un petit peu plus spécifiques et qui va encore une fois nous permettre d'orienter la thématique du jour. Donc voilà, normalement, vous le voyez affiché à l'écran. Même ceux qui n'ont pas fait le premier sondage Voilà, vous peuvent pouvez répondre répondre. au Voilà. deuxième sondage. Voilà, Voilà, ceux qui elle est un peu arrivent. répétitive, la première, vous répondez rapidement. Et puis l'idée, c'était de faire le point sur les raisons pour lesquelles vous pensez organiser ce maintien et les difficultés en fait que vous rencontrez. Par le système des Q&A, on a déjà des témoignages de personnes qui vont accueillir par exemple leur papa. Jacques va accueillir son papa et il essaye de s'informer sur les différents types d'aides pour pouvoir organiser son arrivée chez lui au mieux. Valérie s'occupe de son frère qui est aveugle. Muriel va accueillir son papa aussi. Et on essaye de se renseigner sur comment tout cela fonctionne. D'accord, donc si je comprends bien, c'est plutôt effectivement les aidants qui accueillent à leur domicile. Dans les cas qui ont témoigné, là oui, pour l'instant. Alors, donc on est toujours sur une majorité de gens qui aident leurs parents, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Ah, les raisons du choix, c'est intéressant. Alors, la raison principale, c'est que votre proche ne souhaite pas quitter son domicile. Hein, c'est ce qui a l'air d'être majoritaire. Et puis, votre proche est toujours encore relativement autonome. Donc, c'est cette solution qui semble être privilégiée. Il y a la question des coûts de la maison de retraite quand même qui est importante. Hein. Mais voilà, la majorité s'oriente vers sa solution en fonction du choix du proche. Alors, sur les difficultés, on a essayé de faire une petite liste en fonction en essayant d'envisager toutes les options possibles. Donc, vous pouvez répondre plusieurs choses. Et il y a un manque d'informations sur les services disponibles. Donc là, je pense qu'on va pouvoir aider, donner un petit coup de pouce par rapport à ça. Et puis la distance, en fait. Beaucoup de gens sont à distance et l'organisation des différents services est complexe. Et oui, c'est jamais simple de ne pas être là et de tout organiser à distance. On va donner quelques astuces pour savoir comment bien le faire. Hein. C'est ce qu'on Oui. disait, Céline. On voit en tout cas dans le sondage qu'il y a déjà de l'expérience, en tout cas. Oui, Si vous négative, ça ne nous dit pas, mais en tout cas, qu'il y a déjà l'expérience du maintien et des difficultés que peuvent représenter ces tout à fait. organisations. Tout à fait. Ça permet de voir la complexité du sujet. Je vais mettre fin au sondage, on est d'accord? On a 35 réponses. Voilà, comme ça, tu peux voir et Parfait. commenter. Donc, on est toujours sur une majorité de personnes qui accompagnent leurs parents, une minorité conjoint ou autre. Les raisons pour organiser ce maintien, donc on a 50% parce que le proche est encore relativement autonome, 89% qui ne souhaitent pas quitter le domicile, le proche est encore bien entouré au quotidien et le coût d'un séjour en maison de retraite est trop élevé, représente 22%. Concernant les difficultés dans la démarche, manque d'informations sur les services disponibles d'aide à domicile, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que ce sont les informations aussi que vous venez rechercher. Le manque d'aide financière pour soutenir cette démarche, le proche se sent isolé, vous êtes à distance et l'organisation des différents services est complexe, voire chronophage. Et enfin, votre proche n'est pas satisfait des différents services qui ont été mis en place. Ça, c'est une minorité, c'est 6%. Et votre proche a perdu en autonomie et vous vous posez la question sur la pertinence du maintien à domicile. Donc oui, effectivement, ça vient en tout cas aborder, je pense que vous en êtes d'accord, Claire et Mathilde, les différents points qu'on a construits Tout à dans le fait. cadre du webinaire. Tout à fait. Donc, Je pense qu'on va pouvoir répondre en partie à ces questions-là d'une façon générale. alors encore une fois, d'une façon générale, mais on vous donnera à la suite du webinaire aussi quelques éléments nécessaires. Il était important pour nous de repartir quand même sur, en termes d'introduction, la question des chiffres et notamment de l'espérance de vie de nous, hommes et femmes. Entre 1989 et 2021, nous avons gagné en espérance de vie. Donc, les femmes ont gagné 1,8 ans d'espérance de vie contre les hommes 2,2, sachant qu'on est toujours sur les femmes qui ont une espérance de vie plus longue que les hommes.
Donc actuellement, l'espérance de vie pour les hommes en moyenne est de 79 ans et 3 mois, contre 85 ans et 4 mois pour les femmes. Ce sont des chiffres, excusez-moi, hein, ce n'est pas très réjouissant, mais qui nous paraissaient importants effectivement de pouvoir évoquer. Ce qui est important aussi, c'est que le nombre estimé de personnes adultes qui apportent une aide régulière à un proche à son domicile est de 3,9 millions. Ce sont des chiffres importants et qui tendent à progresser d'année en année. Et on constate aussi qu'on a 7,4% de la population âgée entre 60 ans et plus qui perçoivent l'APA. L'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie qui est donnée par le département et qui permet effectivement aux personnes, en fonction de leur état d'autonomie, de percevoir des prestations complémentaires pour pouvoir être maintenues au domicile. Donc, ce chiffre n'est pas très important, hein, 7,4%. Alors, c'est certain qu'à 60 ans, c'est quand même assez rare que les personnes perçoivent l'APA. On est plutôt généralement sur les personnes de plus de 65-70 ans qui perçoivent l'APA. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des chiffres qui ne sont pas très importants, 7,4%. Donc, est-ce que ça fait partie d'un déficit d'information et que les personnes ne sollicitent pas l'aide personnalisée d'autonomie? Ça reste quand même un point d'interrogation. Parce qu'effectivement, peut-être aussi, ça peut être une réponse en fonction du sondage qu'on a fait, mais il est certain que beaucoup de personnes ne font pas de demande par rapport aux aides spécifiques auxquelles ils peuvent prétendre. Le premier point qu'on souhaite aborder, c'est effectivement préparer la question du maintien à domicile. Alors, préparer, c'est une vaste question, parce que préparer, généralement, ça se fait un peu du jour au lendemain. Ça ne se prépare pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, il est important de se poser ces questions, de savoir effectivement, est-ce que ce maintien à domicile est possible ou pas? Ça va être déterminé par 2 points qui nous paraissent importants, hein, 2 points qu'il va falloir évoquer avec le proche. C'est les besoins médicaux, parce qu'en fonction des besoins médicaux, est-ce que c'est réaliste et réalisable? Et des besoins humains disponibles déjà ou à mettre en place, est-ce que c'est réaliste et réalisable? Donc ça nous paraît être la première question essentielle à pouvoir se poser avec son proche, de savoir si oui ou non ce maintien à domicile est possible. La question ensuite est de savoir s'il est possible d'envisager toutes les solutions pour que la personne ne soit pas contraint d'une façon ou d'une autre, que ce ne soit pas le proche qui soit contraint de rester au domicile malgré des besoins médicaux qui ne sont pas réalisés, ou vous, en tant qu'aidant, d'avoir une contrainte de maintien à domicile avec une organisation qui n'est pas suffisante et qui va amener des contraintes supplémentaires vous concernant en termes d'inquiétude, de prise en charge de certains soins, de prise en charge de certains quotidiens un peu lourds. Donc là aussi, ça nous paraît important d'envisager toutes les solutions malgré tout. Il va falloir prendre le temps d'organiser, de détailler et de planifier. Plus vous détaillerez, plus vous irez dans le détail de l'organisation journalière, plus vous allez anticiper les difficultés que vous pourrez rencontrer dans le quotidien. C'est-à-dire que là, il s'agit effectivement de rentrer de façon peut-être un peu intrusive dans la vie quotidienne de votre parent pour savoir effectivement ce qu'il manque, ce qu'il faut envisager, ce qu'il ne faut pas envisager, quand, comment, avec qui et pourquoi. Il est important de s'accorder régulièrement ce temps-là pour l'adapter au mieux. Au départ, il y a plein de choses auxquelles vous n'allez pas forcément penser, mais il est important effectivement de pouvoir s'accorder ce temps pour faire le petit débrief, de dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il faut le réajuster ou pas, parce que cette adaptation permanente, elle est importante pour vous et aussi pour votre proche, bien entendu, et pour toutes les équipes qui viennent sur place, pour effectivement que vous soyez au plus proche des besoins et des dégradations qui sont possibles aussi. Il y a des moments, peut-être des semaines où ça va aller moins bien, des semaines où ça ira mieux, mais effectivement, il va falloir être tout le temps en ajustement, enfin être dans une forme d'ajustement permanent. Justement, par rapport à ça, je t'interromps pour un témoignage que je trouve intéressant parce que je sais que tu insistes toujours beaucoup sur la nécessité de dialoguer, de trouver des solutions ensemble avec son proche, etc. Là, on a le témoignage d'Isabelle qui parle de ses parents et qui dit « Ma mère n'est plus autonome et accepterait de quitter son domicile, mais mon père est encore autonome et refuse, et elle ne souhaite pas le laisser seul. » C'est vrai qu'il peut y avoir aussi ces cas voilà,
différent, en fait, où il y a un couple et chacun n'a pas forcément la même envie, en fait. La même envie, et là, on va parler de la question du deuil, hein, du deuil du couple, de qu'est-ce qu'il va se passer, qu'est-ce que les parents vont décider, eux, de pouvoir faire ou de ne pas faire. C'est un cheminement qui prend du temps et pour lequel, effectivement, en fonction de l'état de santé de l'un ou de l'autre, comme on a pu l'évoquer, hein, notamment sur la conférence numéro 3 et sur l'entrée en maison de retraite, c'est des moments de séparation qui ne sont pas forcément Difficile. faciles, qui sont difficiles. Encore une fois, il faut pouvoir envisager les avantages et les inconvénients de chaque dispositif et de pouvoir faire le bilan de ce qui sera préférable pour tout le monde. Il n'y a pas forcément d'idéal. Ça va dépendre de chaque famille, de chaque situation. Et l'objectif, c'est aussi pas forcément provoquer l'épuisement du conjoint qui, envers et contre tout, va faire en sorte de maintenir son conjoint au domicile parce qu'il ne peut pas envisager un départ en maison de retraite et que lui va encore bien. Enfin, voilà, toutes ces questions-là sont des choses qui sont difficiles. Oui. On en a bien conscience. Et puis, comme on a pu le dire aussi sur la conférence numéro 3, c'est qu'on se retrouve dans des situations où on va être dans l'urgence de la situation parce qu'à un moment donné, on va être sur un point de non-retour et qu'il n'y aura pas forcément le choix sur les décisions à prendre. Voilà. Mais ce bilan, il est important, ces échanges réguliers avec le proche, c'est important parce que l'objectif, c'est de garantir la sécurité aussi de tout le monde. Et en fonction de ça, inévitablement, il y a des décisions qui seront prises par les uns et les autres. C'est pour ça que, comme on le dit, c'est important de ne pas être tout seul. C'est important la présence de l'enfant, l'adulte, hein, enfant, mais la décision des parents aussi, et des frères et sœurs, et de la famille élargie, des amis qui peuvent entourer la solution également, parce que c'est compliqué de prendre ce genre de décision tout seul. Très bien. Et on a aussi, Céline, beaucoup de personnes, donc notamment Muriel et Valérie, qui s'occupent d'un proche qui est à plusieurs centaines de kilomètres de leur propre domicile. Donc là, j'imagine que l'organisation et l'anticipation doivent être d'autant plus importantes. Exactement. Et il y a malgré tout, malgré la distance, des outils qui peuvent vous permettre aussi de faciliter le quotidien. Parce que il y a aussi maintenant plus d'accès et plus de facilité à tout ce qui est visio, même avec des personnes âgées dépendantes, hein. Il est possible de faire des visios pour prendre des nouvelles, d'avoir plus de liens dans le quotidien malgré la distance, mais ça n'empêche pas de faire des liens et des bilans assez régulièrement, même plus régulièrement que quand on est sur place. Alors des fois, vous savez, être sur place dans le quotidien que vous pouvez avoir, il n'est pas forcément évident non plus de passer tous les 2 jours au domicile de ses parents pour vérifier que tout fonctionne bien, etc. Donc ne vous surculpabilisez pas, hein, surtout pas, c'est pas du tout la question. Mais vous pouvez très bien être en lien, en relation et être dans cette question d'anticipation et d'ajustement malgré la distance. Le tout, c'est d'être en relation régulière et surtout d'être en relation avec les équipes d'intervenants. Alors, on va le voir, il y a quelques outils à mettre en place pour justement anticiper ce genre de choses et être en lien avec les autres qui vont aussi être des alertes pour vous en dehors de vos parents. Très bien. L'objectif, comme on le disait, c'est d'anticiper les difficultés et de ne pas vous retrouver non plus dans des situations encore plus angoissantes que nécessaire. Sur l'organisation du maintien et comment le réussir, parce que c'est important de le réussir, hein, comme vous le voyez, c'est un point important, 98% des répondants disaient bien que le proche souhaitait rester au domicile, et effectivement, je pense que c'est souvent le souhait de tout un chacun. Donc on a essayé de vous mettre quelques étapes de mise en place pour justement vous faciliter l'organisation du maintien à domicile, même si pour certains ça a déjà été fait et que le maintien est déjà mis en place, ça ne vous empêche pas de reprendre aussi pour essayer de catégoriser les besoins et essayer de voir si il faut revoir certaines choses ou pas. La première des étapes, et comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est distinguer les aides médicales et humaines, parce qu'effectivement, en fonction des aides médicales et humaines, vous n'aurez pas les mêmes dispositifs et vous n'aurez pas les mêmes soutiens non plus financiers sur la prise en charge.
Une fois que vous avez distingué ces deux grands dispositifs, il va falloir interpeller les interlocuteurs nécessaires. Sachant que les aides médicales, vous allez plutôt bien entendu les voir avec les médecins spécialistes, médecins traitants, qui vont vous permettre effectivement de vous orienter aussi sur les bons dispositifs. Tout ce qui va concerner les aides humaines, vous retrouverez plutôt les informations au niveau local, par le biais des mairies notamment, qui peuvent vous informer sur ce qui est possible de faire. Ensuite, il va falloir organiser les interventions de chacun, ce qui peut être le plus compliqué. On reviendra là-dessus sur l'organisation en tant que telle. La troisième étape est de préparer votre proche aidé. Là, en l'occurrence, il va plutôt s'agir de l'accompagner sur les changements qui vont avoir lieu à son domicile. Répartir la charge quotidienne, ça nous paraissait important aussi concernant la charge que ça peut représenter pour vous, mais aussi en fonction des différents intervenants. L'autre chose, anticiper les difficultés et les contraintes. Et enfin, déterminer les coûts et les prises en charge qui sont possibles. Pourquoi on met ça à la fin? C'est que l'objectif, c'est que vous puissiez vraiment envisager la situation de façon globale en vous disant ça serait le mieux pour tout le monde. Et puis après, de demander les aides qui sont possibles et qui sont envisageables. Et en fonction, il faudra peut-être à un moment faire des choix sur certains dispositifs trop onéreux, excusez-moi, au bénéfice d'autres. Et donc là, une fois que vous aurez fait vraiment l'éventail des besoins et que vous aurez l'intégralité des prises en charge, ce sera possible et vous pourrez faire des choix plus facilement aussi. On vous a repris un petit tableau quand même, malgré tout, sur distinguer les aides médicales et les aides humaines. Les aides médicales et techniques, généralement, sont prises en charge par la sécurité sociale, donc par le biais des caisses primaires d'assurance maladie, ou par le biais des mutuelles aussi qui viennent en complément sur ces dispositifs-là. Ça reprend les soins infirmiers, tout ce qui concerne l'hôpital de jour, l'aide au transfert, l'habillement et la toilette. Donc ça, ce sont des prestations qu'on peut retrouver dans ces dispositifs-là. On peut aussi avoir des prestations par le biais de la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, qui s'appelle dans certains départements la MDA, Maison départementale d'autonomie, où là aussi, il est possible d'introduire des dossiers spécifiques pour une prise en charge qu'on appelle la prestation de compensation du handicap. Et donc, du coup, sur les aides techniques, ils vont venir en complément de la caisse primaire d'assurance maladie et des mutuelles aussi. Concernant les aides humaines, ça va concerner les aides pour le repas, les courses, le ménage, les sorties et transports, sachant que par contre, les transports médicaux peuvent être pris en charge par la sécurité sociale, et tout ce qui va concerner la garde de jour ou la garde de nuit. La garde de nuit, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a très peu d'aides financières là-dessus. Donc effectivement, ça peut être un idéal, mais c'est très onéreux. Donc là, c'est difficile d'avoir des aides financières à ce sujet. Je continue, Claire, tout va bien. Je vois qu'il y a des questions qui s'affichent à l'écran, mais... Oui, on les lit chacune, Mathilde aussi. On essaiera de faire un petit résumé à la fin pour pas trop t'interrompre. Mais on a des situations, c'est vrai, de personnes qui sont en recherche de bien comprendre comment fonctionnent les aides et à qui s'adresser. D'accord, parfait. Voilà, justement, on vous a fait également un petit tableau pour distinguer les aides médicales et humaines et qui solliciter dans ces cas-là. Donc, sur l'organisation des aides humaines, vous avez tout ce qui concerne les services d'aide à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, les entreprises de transport. Alors, généralement, maintenant, on est quand même beaucoup, ce sont les taxis qui font les transports médicaux, pris en charge par la sécurité sociale, et les aides psychologiques. Les aides psychologiques peuvent vous concerner, vous aussi. Voilà, c'est le cercle complet de la personne aidée qui peuvent être mises en place. Pour les aides financières liées à tout ça, il y a donc la caisse primaire d'assurance maladie, comme j'ai pu vous le dire, la sécurité sociale, les CCAS, c'est le centre communal d'action sociale par le biais des mairies, qui peuvent aussi vous aider par rapport aux aides financières, la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap, les mutuelles et les assurances. Bon, les mutuelles, la mutuelle April, d'accord, et puis on vous expliquera plus spécifiquement les dispositifs auxquels vous pouvez prétendre. Peut-être juste revenir rapidement sur le CCAS. On n'a pas forcément le réflexe de contacter un centre social
pour une personne âgée, mais tu confirmes bien en tant que ancienne assistante sociale avec une longue expérience, ce n'est pas que pour les gens en difficulté financière Exactement. extrême, hein, c'est vraiment pour aider à mettre en place un dispositif. Ça peut être un très bon interlocuteur. Exactement, parce qu'en fait, il y a des aides d'État par le biais du département ou par le biais des collectivités. Et les collectivités territoriales, les mairies, etc., ont des dispositifs eux-mêmes aussi par rapport aux seniors de leur collectivité. Donc, du coup, il y a le département à solliciter dans le cadre de l'aide personnalisée à l'autonomie, et puis il y a les CCAS à solliciter également en fonction des dispositifs prévus par les mairies directement. Donc, c'est pas les mêmes aides au niveau national, puisque chaque mairie décide aussi de mettre des enveloppes là où il le souhaite. Mais voilà, donc ça peut être important de les solliciter également. Très bien. Tout ce qui va concerner les aides techniques et médicales, donc là, hôpital, médecin traitant et MDPH, je pourrais rajouter dans la partie financière et autres la CPM aussi, mais voilà. C'est un petit tableau qui vous permet en tout cas d'y voir un petit peu plus clair. Et comme on vous a dit, il y a le replay qui sera disponible, donc vous pourrez aller aussi rechercher les informations autant que nécessaire. Organiser les interventions de chacun. Bon, ça, c'est sans doute la phase la plus compliquée, d'autant si vous n'êtes pas forcément proche du domicile de la personne aidée, c'est quand même pas forcément simple, mais le temps que vous prendrez à l'organisation initiale, à rencontrer les équipes et les services, c'est le temps que vous gagnerez par la suite. Ça peut paraître effectivement un petit peu complexe, mais sachez que les personnes qui vont intervenir au domicile vont faire partie du quotidien de votre proche et parfois plus que vous parce qu'ils seront dans les moments parfois un peu difficiles dans le quotidien et votre proche racontera aussi beaucoup de choses sur vous. Donc voilà, c'est important de les rencontrer, hein. Ils parlent beaucoup entre eux, donc ils vont faire partie de la famille entre guillemets également. Donc rencontrer les services. Établir un tableau de répartition des interventions, ça c'est très important. Parce que ça va permettre d'avoir une visibilité. L'infirmière qui arrive au domicile pour faire les soins et qui vient 3 fois par semaine, elle aura ce tableau et elle verra qui est là, qui vient pas et quel est le rythme. Ça garantit aussi une forme de pérennité des interventions et puis les intervenants extérieurs, ils peuvent avoir l'information directement sur le rythme d'intervention des uns et des autres. L'infirmière peut se dire ah bah ça serait peut-être pas plus mal qu'il y ait un rythme plus soutenu parce qu'on voit bien que c'est pas suffisant. Ou à l'inverse, ça va être l'aide à domicile qui va se dire bah là je vois bien qu'au niveau de la toilette c'est pas suffisant, il faudrait faire des toilettes plus fréquentes. C'est des interlocuteurs qui seront précieux pour vous dans le quotidien. Donc organiser ce tableau d'intervention lisible et visible par tous, pour vos parents aussi, hein, c'est important pour la personne aidée de savoir un peu comment sa vie s'organise. On sait qu'à certains moments, ils oublient pas mal de choses aussi, donc ça leur permet d'avoir un lieu où ils vont pouvoir trouver l'information directement. Et puis, comme on dit aussi, avoir un petit cahier de notes, on le dira tout à l'heure, mais un petit cahier de notes où chacun peut faire son petit état des lieux ou mettre un petit commentaire si c'est nécessaire. Définir les modalités d'échange avec les prestataires, ils ont eux-mêmes aussi des habitudes. Donc, c'est important de connaître leurs habitudes et leur façon de faire et d'organiser des temps d'échange. Voilà, est-ce qu'en fonction de l'aide et du soutien nécessaire, c'est important de le faire de façon hebdomadaire ou mensuelle? Enfin, voilà, c'est un peu à vous à organiser ça. Puis, comme vous le voyez, on a mis ça, c'est un système. Hein, donc, effectivement, vous êtes 3 dans la boucle, hein, les prestataires, vous en tant qu'aidant, et c'est vous qui allez un peu chapeauter tout ça. Et puis le proche aidé aussi, où du coup, il faut vraiment cette coordination entre vous pour que les choses, voilà, ça roule ensemble sans trop de contraintes et que tout ce petit maillage se fasse facilement. Ça nous paraissait aussi un focus important, c'était de préparer le proche aidé. Ça paraît assez facile de rester au domicile, mais ça l'est pas tant que ça en fait. Il est important que l'aidé soit au centre du dispositif et qu'il comprenne bien l'impact que ça va avoir sur son quotidien. Un exemple, c'est que l'infirmier, il va peut-être pas passer à 9h du matin, il va peut-être plutôt passer à 7h, voire 6h30 dans certains
pour certaines situations, que 6h30, ça peut être tôt et que, en fonction des pathologies et de l'âge, à un moment donné, on ne se lève plus aussitôt qu'avant, on a besoin de dormir le matin et que du coup, l'infirmier qui arrive à 6h30 et que ma contrainte à moi, c'est d'avoir déjà pris mon petit-déj, d'avoir été un peu réveillée, etc., du coup, ça va représenter quelque chose de pas forcément très agréable. Oui, je suis chez moi, mais il va y avoir des contraintes et celle-ci en fait partie. L'objectif de pouvoir échanger là-dessus, c'est toutes ces petites choses qui vont apporter du changement. On prenait l'exemple de l'aide ménagère qui va refaire le lit. Ouais, mais le lit, il va peut-être pas être fait comme madame avait l'habitude de le faire. Les draps de lit vont peut-être pas être pliés comme il faut, mais c'est pas grave en fait. Enfin, voilà, il faut garder les objectifs essentiels en tête et c'est important de préparer aussi vos proches à ça, sur le fait que ça va être quelqu'un d'autre qui a des habitudes différentes, que ça ne sera pas quelque chose de malveillant forcément. Et aussi, vous, de vous accorder avec les prestataires sur c'est quoi la limite parce que on peut dire, oui, elle est très nulle, cette aide ménagère, parce qu'elle replie mal le lit. Les draps de lit ne sont pas bien tendus comme il faut, alors qu'en fait, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y aura pas de problème de sécurité ou quoi que ce soit. Donc, il faut aussi préparer ça pour essayer qu'il n'y ait pas des situations qui se dégradent ou alors qu'il y ait un changement de prestataire ou d'intervenants réguliers, et que du coup, c'est encore plus perturbant pour vous dans la gestion et pour l'aidant également. Je voyais que Claire rigolait, mais effectivement, ça fait partie... Oui, non, mais je viens de m'apercevoir qu'il manquait un S à changement, donc ça m'agace, mais voilà, vous nous Oui, excuserez effectivement. Alors, pour la petite anecdote, quand même, j'ai changé parce qu'en fait, et je pense que c'est la photo qui mange le S. Ah, c'est la photo qui mange le S. Parce Merci. qu'avant, c'était l'échange. Et c'est moi qui ai D'accord. changé la photo et j'ai peut-être pas été jusqu'au bout. C'est Par ça. rapidité, je m'en excuse. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai une petite question de Muriel qui explique que sa maman a besoin de stimulation, de jeu et de compagnie pour que sa maladie ne s'aggrave pas trop vite et que son moral suive. Est-ce que ça, c'est une aide médicale ou c'est un autre type d'aide? Un besoin de stimulation, de jeu et de compagnie, c'est pas vraiment médical. Comment est-ce que ça se qualifie comme aide, ça? Alors, ça va pas vraiment, ça va être des aides humaines en fait. C'est C'est la des aides humaines. stimulation. Oui. À moins qu'il y ait une possibilité par un médecin et qu'il y ait des structures spécialisées qui fassent ça, style ergothérapeute ou orthophoniste, etc. Mais je n'ai pas l'information comme ça, mais je pense que ça va se renseigner vers les ergothérapeutes et les orthophonistes et le Oui. médecin. Sinon, Ergothérapeute, orthophoniste, d'accord, oui. ça peut être pris en charge. Après, moi, je m'orienterais bien dans ces cas-là vers les mairies, parce qu'en fait, dans les mairies, il y a quand même pas mal d'associations et de gens qui s'entraident entre eux et qui, voilà, par solitude, seraient très contents aussi d'aller jouer, d'aller faire des choses pour stimuler voilà, la mémoire, etc. Donc, je pense qu'il y a deux voies à prendre. Et puis, il y a tout un réseau associatif aussi qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Et là, notamment, les mairies, elles doivent être informées de ce qu'elles ont sur leur territoire. Mais c'est une très bonne question. Répartir la charge quotidienne. Alors là, ça nous paraissait important. On va plus parler... alors effectivement, vous êtes aidant, mais peut-être qu'il y a des frères et sœurs, des cousins, des cousines, des oncles ou des tantes qui sont proches de l'aider. Et donc, comme on disait, il y a aussi une question de gestion de planning, c'est-à-dire que être le seul interlocuteur 365 jours par an, ça vous amène une fatigue qui est importante. Et là-dessus, vous avez droit aussi, on en parle beaucoup au travail, mais ça vaut pour tout le monde à tous les niveaux, à la déconnexion. Et donc, c'est important pour vous de prendre ces temps-là où vous vous dites, bon, voilà, là, c'est mon frère qui va gérer pendant une semaine. Moi, je suis en congé ou j'ai des contraintes familiales, personnelles, autres ou professionnelles. Mais d'avoir aussi, de ne pas être le seul et unique interlocuteur. Essayez d'être le plus entouré possible pour pouvoir justement avoir des petits moments de soupape où vous dites, voilà, là, c'est moi qui vais prendre un petit peu de temps pour moi. Si jamais il y a eu un problème sur les interventions, s'il y a un problème de planning ou quoi que ce soit, ce n'est pas moi qu'on va encore appeler. Ou peut-être qu'il y a une situation un peu tendue aussi avec votre proche. Ce n'est pas encore moi qu'on va appeler. Enfin, voilà. La charge administrative, là aussi, le mieux, c'est d'anticiper au maximum avec le tableau Excel que j'adore, mais qui vous permet effectivement d'avoir un peu une forme de régularité et de savoir où vous en êtes sur les déclarations qu'il faut faire, le règlement de certaines factures, quand on peut envoyer
pour avoir le remboursement de certaines prestations, etc. C'est des choses qui sont très lourdes. Donc, n'hésitez pas à vous mettre des petits rappels pour justement enlever toute cette charge mentale. Le lien avec les prestataires, comme on l'a dit au début, effectivement faire en sorte qu'il y ait régulièrement des points avec eux qui soient organisés. Comme ça, vous faites votre to-do list en permanence en vous disant point à voir à la prochaine fois, etc. Et puis, anticiper aussi le changement d'organisation. Qu'est-ce qui se passe le jour où ça ne tient plus? Il va falloir se poser la question également et d'anticiper au maximum. Concernant les difficultés que vous pouvez rencontrer, difficultés et contraintes, il y a la question des difficultés financières. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous entourer pour avoir le maximum d'informations. Les contraintes administratives qui peuvent être assez nombreuses, je pense notamment à toutes les demandes que vous allez devoir anticiper, etc. L'arrêt des prises en charge, les changements de prestataires et l'aggravation de l'état de santé. Ça, ce sont tous des points qu'il faut effectivement anticiper au maximum pour que le maintien au domicile puisse durer le plus longtemps possible. Je vois que le temps nous est contraint, donc j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Donc voilà, déterminer les coûts et les prises en charge possibles. Donc comme on a dit, les aides humaines, les aides sur les soins et les aménagements du logement, notamment pour reprendre dans les grandes lignes. On vous a repris aussi pour information les différents budgets qui sont alloués à ce niveau-là. À titre d'information, voilà, sachez qu'il y a vraiment des budgets qui sont alloués au maintien à domicile des personnes âgées. L'objectif, c'est de prendre en charge au maximum. On a aussi tous les dispositifs d'HAD hospitalisation à domicile. Donc là, c'est aussi des informations à prendre au niveau médical avec les médecins qui accompagnent la personne que vous aidez. Un idéal, oui, mais ça... Comme vous l'avez vu, ça peut être très bien, comme ça peut être très compliqué et parfois encore plus pour vous. Ça coûte moins cher, oui, pas vraiment, ça dépend. Ça coûte moins cher, ça dépend si on prend des gardes de nuit, qu'on a besoin de quelqu'un H24, etc. C'est pas forcément moins cher, loin de là. Mes parents pourront continuer leur quotidien comme avant. Là, c'est pas forcément possible non plus. Je parlais de l'horaire de réveil, on peut parler également aussi de... C'est très intrusif d'avoir quelqu'un qui vient au domicile et parfois plein de personnes différentes où je m'attendais à avoir Marie, non, c'est pas Marie qui vient, c'est Julie, mince, moi j'avais envie de voir Julie. Vous n'avez pas forcément le choix des prestataires qui viennent et l'aider peut en être pas très content non plus en fait. Y a, comme on le dit, ça peut être vécu comme très intrusif, il y a une perte de liberté quoi qu'il en soit. Non, là, je ne peux pas aller voir ma voisine parce qu'il y a telle aide qui passe à la maison pour aller faire les courses ou des choses comme ça. Et cette nécessité du lâcher-prise, parce que tout est organisé, j'ai plus rien à faire, pas forcément. Il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important et dans quelles limites ça va m'impacter ou ça ne va pas m'impacter. Moi, je ne suis pas capable d'avoir 3 aides ménagères qui vont faire 3 fois de façon différente et qui ne feront pas comme moi je faisais ou comme... voilà. Donc ça, il faut pouvoir anticiper ces choses-là avec l'aider et puis avec vous-même aussi parce que les changements de prestataires peuvent faire que c'est un petit peu compliqué aussi à suivre au quotidien. Les 5 astuces pour réussir le maintien, donc établir un carnet de contact accessible à tous, c'est-à-dire que chacun ait accès au numéro de téléphone des différents prestataires. Comme on le disait, mettre en place un tableau de suivi des prestations quotidiennes. On a pensé aussi, parce que je l'ai vu sur certaines situations, c'était le relais, c'est-à-dire qu'un frère et une sœur, ils faisaient une garde alternée des parents, c'est-à-dire que une semaine, c'était le frère qui prenait en charge les appels pour les prestataires, infirmiers, etc. La semaine suivante, c'était la sœur et ils alternaient comme ça en permanence. En tout cas, se dire, si je suis absent, qui va prendre le relais et comment ça se passe? Et penser à ces moments un peu de bulle où vous pouvez être consacré à vous-même. Créer un carnet de bord, donc ça, c'est le petit carnet de liaison que vous pouvez mettre au domicile, dans la cuisine, etc., qui permet du coup aux uns et aux autres de se parler et puis aussi de garder un certain fil rouge sur les interventions. Rencontrer les équipes et les présenter à vos proches pour vraiment identifier qui fait quoi.
et au maximum être présent et accompagner les premières interventions quand c'est possible, pour anticiper encore une fois les problèmes qui peuvent y avoir. On vous a rajouté aussi quelques autres conseils, de connaître les codes et règlements de fonctionnement des services. Ça peut être lourd, hein, tout ça, tout ce qu'on vous propose de mettre en place, mais c'est vraiment pour faciliter votre quotidien. Donc, consulter le règlement intérieur, le livret d'accueil, organiser une rencontre avec les prestataires. En point 2, quelles sont les instances de discussion et de recours en cas de problème? C'est que si j'ai un problème avec l'infirmier, l'infirmière, que 2 fois de suite, ils ne sont pas venus ou je ne sais pas quoi, mais comment interpeller, qui, comment et pourquoi. Et savoir reconnaître les points de vigilance en fonction des échanges avec mon proche. Reprendre l'exemple des draps de lit, c'est peut-être pas très important. Il faut effectivement pouvoir échanger. Et voir aussi ce que vous constatez objectivement. Connaître les horaires et modalités d'échange avec les uns et les autres. Et enfin, quand il y a des points de tension, là c'est plutôt moi en qualité de médiateur que je vous dirais, il faut en parler et il faut être au maximum tous ensemble autour de la table pour pouvoir en parler. Conclusion, je termine, j'ai un peu l'impression que là je mets le turbo. Mais quel est mon rôle, hein? Qu'est-ce que je vais faire moi là-dedans dans ce maintien à domicile? Qui peut aussi venir en relais. Et j'ai toujours, bien entendu, le droit de demander de l'aide et des conseils, puisque je suis toujours aidant. Ce n'est pas parce qu'il y a tout un dispositif au domicile que je ne suis plus dans cette position d'aidant, loin de là, parce que vous le savez, c'est sur vous que le maintien à domicile va aussi compter. On vous rappelle le programme soutien aidant de l'association et je te laisse la parole, Claire. Oui, juste pour conclure. Donc, en fait, on a vu que voilà, il y avait un système d'aide qui était existant. On a essayé Céline a essayé de le passer en revue, mais ça reste général. Donc, pour répondre à vos demandes particulières, pour savoir quelles sont les aides qui sont vraiment adaptées à votre situation, vous pouvez téléphoner de façon gratuite à une équipe d'experts. En fait, c'est des assistantes sociales qui peuvent répondre à toutes vos questions sur la situation des dents, les aides auxquelles vous avez droit, comment vous orienter et comment demander ces aides. Donc, le numéro s'affiche. C'est un numéro qui n'a pas de prix particulier. C'est une communication locale et il est ouvert aux heures de bureau classique. Donc, c'est le 01 53 05 30 98 et c'est une équipe d'assistantes sociales expérimentées qui répond à vos questions. Donc ça, c'est notre ligne générale qui est ouverte tous les jours et qui est réservée aux aidants adhérents de l'association des assurés d'April. Soit vous êtes, et même si votre proche n'est pas adhérent chez April, si vous l'êtes, vous avez droit à une aide pour votre proche. Deuxième aide, c'est la diapo suivante. Céline, ouais, voilà, c'est en cas vraiment de difficultés financières. Si vous avez vraiment des soucis, des soucis financiers pour aider votre proche, sous certaines conditions de ressources, l'association peut vous donner un petit coup de pouce sur des heures d'aide ménagère, des heures d'aide à domicile ou une prise en charge partielle d'un séjour de répit. Il s'agit d'aides qui sont des coups de pouce qui ne sont pas destinés à durer, mais qui peuvent vous permettre, par exemple, en attendant de remplir les dossiers comme témoignait une personne sur les questions, il témoignait que ça avait été très long de demander toutes les aides financières, etc., et que lui-même avait dû prendre en charge en attendant les soutiens qu'il avait mis en place. Vous pouvez demander un coup de pouce de l'association sous certaines conditions. On prendra en charge votre dossier, votre demande. Il y a un dossier à remplir sur notre site internet à la rubrique Vous soutenir et puis vous cliquez sur Soutien aidant et je vous garantis une réponse très rapide. Nous avons des équipes efficaces, n'est-ce pas Mathilde? Donc voilà, donc c'est nos deux programmes, à la fois le numéro de téléphone qui est une ligne généraliste et puis si vous avez besoin d'un coup de pouce sous certaines conditions de ressources, nous pouvons vous aider pour des heures d'aide ménagère, d'aide à domicile ou de séjour de répit. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va peut-être se remettre sur la slide du numéro de téléphone si des gens n'ont pas eu le temps de peut-être attraper le numéro, parce que je sais que c'est toujours compliqué. Et puis, pour terminer, donc, il y aura un replay
de la conférence qui sera disponible dans quelques jours et qui vous sera envoyée. Et si vous le souhaitez, on peut aussi envoyer la présentation de Céline pour pouvoir, pour que vous ayez l'ensemble des informations. On va peut-être passer un peu aux questions qui ont été nombreuses. Mathilde, je te laisse la parole. Est-ce qu'il y avait des questions que tu voudrais soumettre à Céline? Oui, alors on a une question très précise de Jacques qui concerne les aménagements de l'habitation pour savoir éventuellement si une douche senior pourrait être éligible au crédit d'impôt. Oula, oui, question très précise, effectivement. Alors, crédit d'impôt, là, il faut voir effectivement. Alors, en plus, moi, je n'aurais pas de réponse à donner parce que ça va dépendre du coup des crédits d'impôt de l'année prochaine. Et je ne suis pas au fait de ces éléments-là, en fait. Ce qu'il va falloir voir, c'est plus précisément avec l'aménageur si c'est possible ou pas. Mais je n'ai pas de réponse à apporter sûre et certaine. Est-ce qu'il y a une autre question sur tu sais, les systèmes de téléassistance? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a d'autres systèmes alternatifs à ce système de téléassistance pour Ce qu'on appelle s'assurer les que… petits médaillons, Oui, là. c'est ça, c'est Lydie qui Alors, demande. ouais, c'est très, très bien. Et puis maintenant, ils ont vraiment des systèmes. On a même des systèmes qui sont raccordés à des espèces de tablettes. Où Mhm. du coup, si jamais bah, il y a un appel téléphonique ou des choses comme ça, bah, en fait, les personnes ne sont pas très au fait. Donc, du coup, le médaillon, il est rattaché à la tablette qui va appeler bah, peut-être l'enfant ou des choses comme ça. Et Mhm. donc, du coup, tout de suite, la personne âgée voit son aidant, enfin, voit son aidé. Enfin, il y a Ah, vraiment des systèmes maintenant qui sont hyper pertinents, qui sont plus visuels et donc qui sont parfois bien plus adaptés pour les personnes âgées que ce qu'on avait avant. Donc, si la personne n'a pas son téléphone avec elle quand elle chute ou quoi que ce soit, bah, ce médaillon d'accord, se raccorde à autre chose en fait. d'accord. Donc, non, c'est Peut-être, très, ouais. très bien et c'est très rassurant quoi qu'il en soit, mais il faut se renseigner parce qu'il y a une offre qui est énorme. Donc, il faut vraiment se renseigner. Puis après, tout n'est pas toujours éligible en fonction avec les dispositifs qui sont mis en place et les prises en charge financières. Oui, ce sont des abonnements, c'est un système d'abonnement en fait. Oui, c'est Ouais, c'est ça. ça. D'accord. Il y avait une autre question de Muriel tout à l'heure sur le couple de ses parents et elle s'inquiétait beaucoup par rapport à son père qui s'occupe de sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui commence à s'user. Elle essayait de trouver des solutions pour lui alléger un petit peu la tâche. Qu'est-ce que tu conseilles dans C'est une situation particulière que l'aidant Dans soit à domicile, du coup, l'aidant, c'est le conjoint, et il risque de s'épuiser. Tu confirmes que c'est des situations qui sont Tout à fait, délicates. ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à cette situation, hein, c'est qu'il faut faire attention effectivement à l'épuisement du conjoint et puis à la sécurité, quoi qu'il en soit. Là, la solution, ça peut être les questions d'hôpital de jour, en fait, une prise en charge plusieurs fois par semaine en hôpital de jour. Ce qui fait que du coup, il y a aussi une stimulation, une prise en charge particulière en lien avec la pathologie de la maman. Et puis, bah, du coup, le papa, ça lui permet aussi de souffler, de De respirer le souffler. jour où du coup, la maman n'est pas là. Et ça, c'est des solutions qui sont quand même des bonnes alternatives au début. Parce que si c'est la même situation que tout à l'heure, c'est celle où effectivement la rupture et la séparation avec la maman dans un établissement et le papa qui reste au domicile n'est pas envisageable. Là, ça permet du coup un entre-deux qui permet à chacun de rester aussi dans des situations Un plus... hôpital de jour, donc. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mathilde? Alors oui, je pense qu'on pourrait peut-être clôturer. On a une question de Alain concernant en fait l'absence de l'aidant. Donc là, il nous parle d'une absence éventuelle de 1 mois. Donc tu en as parlé un petit peu hein, au niveau des possibilités, mais c'est vrai que j'imagine qu'on n'a pas toujours un proche qui peut prendre le relais. Donc voilà, il voulait savoir les solutions possibles. Bah, après, enfin, soit de voir avec le service d'aide à domicile ce qu'ils peuvent proposer dans ces cas-là, mais sinon de faire le lien avec un ami de la famille, des voisins. Enfin, voilà, on a souvent l'impression d'être seul face à ces situations, mais si on gratte un petit peu, on se rend compte que bah, oui, il y a peut-être un petit cousin ou quelqu'un de la famille qui serait ravi de pouvoir venir aider pendant ce temps-là pour permettre justement bah,
d'être plus en facilité. Donc, je pense qu'il faut essayer de voir le plus large possible et de s'autoriser à demander. C'est souvent ce qu'il y a de plus dur, en fait, hein, c'est de dire, moi, pendant un mois, je ne vais pas pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me seconder? Et généralement, on est quand même tous de bonne configuration. Et Muriel aussi qui demande, c'est compliqué pour elle d'aborder l'hôpital de jour auprès de son aidé. Sa maman est en opposition et elle refuse cette proposition. Comment est-ce qu'elle pourrait aborder la question C'est la question médicale, là, hein. Donc, peut-être qu'il faut se faire appuyer par un médecin Ah qui oui. va évoquer la Mhm. nécessité médicale de cette prise en charge. La D'accord. contemplation, enfin, ça fait partie aussi de la pathologie Alzheimer, hein. Donc, je pense que là, il faut peut-être plutôt aller sur le versant médical, D'accord. sécurité médicale, en disant que c'est une nécessité. Et peut-être d'accompagner, si c'est possible, hein, je ne sais pas dans quelle mesure, mais sur un rendez-vous avec le spécialiste ou avec le médecin traitant, en disant là, c'est plus possible. Ce qu'il faut quand même, dans ces situations-là, l'aider quand il se rend compte qu'il est en train de contraindre son conjoint et de Mhm. mettre en insécurité son conjoint, c'est peut-être le moment où il y a une bascule qui est possible. Mais il est certain que l'aidant n'a souvent, enfin aidant au sens large, hein, parce qu'il y a le Mhm. papa, et il y a aussi vous en tant que tel. Vous n'êtes pas les mieux placés pour réorienter dans ces situations-là. Donc faites-vous épauler par l'équipe D'accord. ou des infirmières. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient au domicile, mais que ça vienne de l'extérieur. Et D'accord. plus vous allez avoir tous le même discours, plus à un moment donné, ça va s'imposer à l'aider parce qu'il va bien comprendre qu'il n'y a pas le choix en fait. Et à la D'accord. fin, ça sera peut-être des situations d'urgence comme je l'évoquais tout à l'heure, quoi. Il faut accepter que ces situations arrivent, quoi. On avait une remarque de Xavier au début du webinaire sur le fait que le maintien à domicile ne concernait pas que les personnes âgées, mais pouvait aussi concerner les personnes handicapées. Ah, on est C'est entièrement vrai d'accord. qu'on a moins abordé le sujet aujourd'hui. Il demandait s'il y avait des possibilités d'autres aides que la PCH sur des populations plus jeunes, en fait. Oui, mais ça va être pareil, hein. Il y a quoi qu'il en soit les mairies qui interviennent, le D'accord. département en dehors de la MDPH qui peuvent intervenir aussi. Ils vont peut-être prendre plus en compte les questions financières et la caisse primaire d'assurance maladie qui intervient quoi qu'il en soit. Alors là, je ne connais pas la situation spécifiquement, Mmh, donc on mmh. orienterait quand même sur le numéro d'expert Oui, pour pouvoir être réorienté vers les bons dispositifs. Mais bien entendu qu'il y a des choses qui existent et qui sont possibles autre que la MDPH. Parce qu'en plus, la MDPH, c'est long. Et ouais. c'est long et ça ne peut pas rapporter gros. Mathilde, est-ce qu'on a d'autres questions pour une dernière et puis on va Allez, devoir oui, une une dernière dernière. question. On a Thibaut et Sophie qui nous demandent des informations concernant l'attribution par l'APA. Est-ce que c'est une grille objective ou est-ce que ça se fait vraiment peut-être à une commission en fonction voilà, du personnel ou c'est attribué vraiment par le personnel? Ah non, non, la grille APA, c'est, euh, c'est en fonction des actes de la vie courante que la personne est en capacité de faire ou pas et de la perte d'autonomie en lien avec son âge, mais aussi avec les pathologies qu'elle peut avoir. Donc, le degré de GIR qu'on donne en fonction n'est pas le même pour tout le monde, en fait. Ce n'est pas la pathologie qui va déterminer le degré de la grille et des aides financières qui vont être octroyées, en fait. Donc, c'est un système objectif de classement en Mm. fonction du GIR, une réponse objective. Exactement. Par contre, il y a quand même une prise en compte des moyens de la famille, c'est-à-dire que les ressources de la famille vont jouer Aussi. aussi sur les aides financières qui seront octroyées. Il va falloir que l'on clôture. Je tiens à remercier tous les participants qui ont été particulièrement attentifs, visiblement, et très dynamiques. On a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions et de témoignages sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Merci beaucoup, Céline, pour ton intervention, donc, qui sera disponible en replay dans quelques jours. Et que nous vous enverrons par mail. Merci à toi, Mathilde, pour les questions. Avec plaisir. Et merci voilà, d'avoir suivi notre webinaire. Je vous laisse répondre, si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre à notre enquête satisfaction qui nous aide en fait à améliorer encore ces petites interventions et en souhaitant bon courage à tous les aidants qui ont pris le temps
de nous écouter aujourd'hui pour essayer d'avoir quelques astuces, et j'espère qu'on a répondu à une partie de vos questions, et je vous invite à appeler donc notre numéro pour répondre à des questions plus particulières. Un grand merci à tous et en vous souhaitant bonne continuation et bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au Merci, au revoir. revoir.